webinaire d'actualité en droit du travail que Direction a le plaisir de vous présenter avec le cabinet Picard Avocat pour faire le point à chaque webinaire sur vos problématiques spécifiques comme employeur et comme manager du secteur social et médico-social. Alors, ce webinaire du printemps sera consacré à un sujet qui monte dans vos organisations. Comment répondre aux demandes des salariés en matière de transmission de leurs données dans le cadre du RGPD? Quelles sont vos obligations? Par quels moyens les respecter? Quels points de vigilance et quelles modalités mettre en œuvre dans vos organisations? En effet, l'évolution récente de la jurisprudence, qui d'ailleurs n'est pas très homogène, conduit à une possible dérive du recours au RGPD en matière de droit du travail, puisque ce dispositif de contrôle de la conformité des traitements de données personnelles dont vous êtes souvent les responsables de traitement est de plus en plus mobilisé à des fins précontentieuses et de constitution de dossiers prud'homaux par les salariés. Et pour décrypter ce sujet, nous avons Cécile Noël, qui est avocate associée du cabinet Picard Avocat. Merci Cécile de partager votre expertise pour aider les lecteurs à sécuriser leurs pratiques. Avant de vous laisser la parole, une petite précision. D'une part, vous pourrez poser vos questions dans le chat questions-réponses et Cécile y répondra à la fin de sa présentation. Et surtout, vous pouvez partager votre expérience sur le sujet, vos problématiques dans l'onglet chat. Avec le replay, vous pourrez facilement y retourner pour vous inspirer de l'expérience de chacun. En tout cas, Cécile vous l'expliquera, on n'est pas forcément dans une information uniquement descendante, mais vu que c'est un sujet vraiment qui monte, ça peut être intéressant si vous avez des problématiques spécifiques ou une expérience sur la façon dont vous le gérez. Vous pouvez l'expliquer dans cette partie-là et réserver vraiment vos questions pour ensuite que Cécile puisse y répondre dans la partie questions-réponses. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous et je laisse tout de suite la parole à Cécile. Bonjour à tous, merci beaucoup Noémie pour cette petite introduction. Bienvenue à tous pour ce webinaire. Alors effectivement, d'habitude, les social clubs, on est plutôt sur des thématiques très générales où je fais un petit review de toutes les actualités qui sont sorties. Et là, on s'est dit, on va faire cette thématique un peu spécifique parce que, alors peut-être que les services RH juridiques présents, confrères et autres personnes intéressées par le sujet font le même constat. Ça fait plusieurs mois qu'on a une recrudescence des demandes d'accès RGPD en matière de droit du travail. On a de plus en plus de contentieux aussi sur ces sujets et on se rend vraiment compte que, comme l'a dit Noémie, au niveau de la jurisprudence, c'est extrêmement hétérogène. Donc, on s'est dit que ça serait bien de faire un petit webinaire sur le sujet pour déjà un petit peu rappeler le cadre, le contexte. Peut-être que vous découvrez complètement le sujet et que vous ne voyez pas du tout ce à quoi je fais référence. Et dans ce cas-là, tant mieux, vous allez repartir avec plein de nouvelles informations. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de vous partager un petit peu, nous, nos réflexions au cabinet sur le sujet, où on en est par rapport à tout ça, nos constats qu'on peut faire en contentieux, les préconisations qu'on peut vous donner en interne pour gérer ces problématiques en amont, toujours anticiper, c'est évidemment la meilleure des choses, et aussi en aval, quand on a des demandes formulées par des salariés, comment y répondre, comment faire pour traiter des demandes qui pourraient être un petit peu déraisonnables. Et voilà, l'idée, c'est de vous apporter quelques éléments de réponse. Comme l'a dit Noémie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocate en droit du travail. Je le dis d'ores et déjà, je ne suis pas et je n'ai pas la prétention d'être avocate en RGPD, en traitement des données personnelles, etc. Donc évidemment, je traite la question et je vais traiter ce webinaire sous l'angle vraiment RH droit du travail et par rapport aux remontées d'expérience que peuvent nous faire nos clients. Je n'ai pas une compétence spécialisée sur le traitement des données personnelles. Et d'ailleurs, il serait intéressant un jour d'organiser quelque chose avec un confrère spécialisé. Mais c'est vrai que voilà, on est vraiment sur un webinaire orienté RH. Pour le contexte, quand même, on est en 2026. La date est importante parce que, de mémoire, le RGPD date de 2016. Donc, le RGPD va fêter ses 10 ans. Avant, on avait la loi informatique et liberté, etc. Peu importe, mais le fait est, c'est que ce bon vieux RGPD date de 2016. 10 ans, on fait quand même un webinaire sur le sujet au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce que quand le RGPD est sorti au niveau européen, je ne vais jeter la pierre à personne et je me mets dans le panier. Je pense que tous parmi vous autour de ces caméras, je ne vais pas vous dire qu'on n'en avait rien à faire, ce n'est pas le sujet, mais ce n'était pas la première de nos priorités. Et déjà, l'inclusion du RGPD dans les process internes, au sein des entreprises, des associations, des différents services, etc., a pris du temps.
Il y a eu du temps pour comprendre de quoi il s'agissait, comprendre ce que ça recouvrait et comprendre comment le respecter, comment le mettre en œuvre, comment répondre aux demandes d'accès, etc., etc. Est-ce qu'on est assujetti à des obligations ou pas? Est-ce qu'on doit mettre en place un délégué à la protection des données personnelles, un DPO ou pas, etc. On est en 2026 et finalement, ça fait que, je dirais, un an et demi, presque 2 ans, qu'en matière RH juridique sociale, on a justement beaucoup plus de problématiques liées au RGPD qu'avant, et où ce sujet-là arrive un petit peu au cœur des problématiques et des contentieux et des précontentieux. Parce qu'en réalité, il est assez rare, peut-être que vous avez des salariés qui vraiment sont très intéressés par le sujet et qui, de façon tout à fait innocente, en cours de relation contractuelle, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous demandent quelles sont les données que vous traitez au niveau de l'entreprise et qu'est-ce que vous en faites. Juste, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. J'ai encore jamais vu la situation, mais peut-être que ça arrive et que vous avez des salariés simplement curieux. Évidemment, l'avocate que je suis y voit le côté précontentieux et contentieux. Pourquoi? Parce que on arrive aujourd'hui sur un RGPD qui initialement a été créé quand même en 2016 pour renforcer le traitement des données personnelles au niveau européen, sécuriser les données personnelles qui sont traitées et permettre à toute personne d'avoir accès, aux données personnelles qui sont traitées par telle ou telle entreprise, tel ou tel organisme, telle ou telle personne, deux, vérifier si les données elles sont correctement traitées, vérifier aussi si elles ne sont pas erronées, avoir un droit de rectification. Si par exemple, je ne sais pas, je contacte Google, je contacte Apple pour vérifier les données utilisées à mon encontre et vérifier qu'elles sont utilisées correctement. Bref, à la base, le RGPD, c'était ça. Sauf que, évidemment, il n'y a pas de limitation en termes de matière, et c'est là qu'on arrive en droit du travail et en matière RH à une utilisation du RGPD qui aujourd'hui est, et je le dis, complètement détournée. Pourquoi? Parce qu'on passe finalement d'un droit d'accès, d'information, de rectification et de droit à l'oubli aussi, à finalement un outil, une arme précontentieuse pour se constituer des dossiers prud'homaux. Et c'est très simplement aujourd'hui ce qui se passe. On a des salariés, on a des confrères qui utilisent ce levier-là pour finalement se constituer un dossier prud'homal, rassembler des pièces auxquelles il n'aurait pas accès, soit parce que le salarié a quitté les effectifs, soit parce qu'il est par exemple encore en cours de contrat, mais en mise à pied conservatoire ou autre, et que pour récupérer ces infos en prévision d'un dossier prud'homal, c'est aujourd'hui le meilleur levier et le levier le plus simple à utiliser puisque, je vais l'évoquer, la demande d'accès est d'une simplicité assez extrême. Alors, la première problématique, et c'est quand même le premier point, je vais vraiment dérouler ce webinaire en mode présentation du cadre général. Voilà ce que c'est à la base le RGPD, la donnée personnelle, et voilà comment normalement ça devrait être utilisé, pour ensuite vous expliquer un petit peu le nerf du problème, le nerf de la guerre aujourd'hui, à savoir notamment la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous a mis en grande difficulté au mois de juin 2025, pour arriver à la fin sur les conseils pratiques que je peux vous apporter, les retours d'expérience qu'on commence à avoir aujourd'hui, nous, avocats en droit du travail. Et vraiment, j'insiste, Noémie l'a indiqué, vous avez un onglet foire aux questions, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de webinaire, mais surtout, il y a aussi un onglet conversation, vraiment, n'hésitez pas, juriste, RH, directeur, avocat, peu importe, à partager un petit peu vos retours d'expérience sur des décisions prud'homales que vous auriez, sur les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place. L'idée, c'est vraiment d'être dans le partage et en tout cas, ou même de partager un petit peu vos réflexions. Alors, simplement sur le cadre général, ce qui fait aujourd'hui qu'on est autant en difficulté sur le sujet du RGPD, c'est finalement que le texte même du RGPD est présenté de façon très large. C'est-à-dire que la définition de la donnée personnelle qui est donnée par le RGPD, elle est donnée de façon très large. Pourquoi? On vous dit, tout simplement, c'est l'article 4 du RGPD, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. On n'a pas une liste qui est fixée par le RGPD, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, etc., qui serait fixée parce que volontairement, le but était quand même d'avoir une protection assez large et on ne peut pas envisager toute la notion de données personnelles en faisant un listing suffisamment précis. Et donc, effectivement, le droit européen a mis en place une définition qui est extrêmement, finalement, large. Le problème juridiquement, et ça vous le voyez dans tout un tas de matières, c'est quand on a une définition qui est très très large, ça entraîne plusieurs difficultés, et généralement, ça va être des difficultés d'application et d'interprétation. Plus une définition est précise, moins les marges d'interprétation du juge, des parties
des avocats, des juristes, des salariés, des employeurs, des partenaires commerciaux, etc., sera limité. Plus on va donner une définition large et plus, évidemment, on va donner de marge de manœuvre et de marge d'interprétation. Et c'est là où on arrive, en fait, sur toute l'actualité jurisprudentielle qu'on a aujourd'hui, puisque finalement, c'est bien le juge en cas de contentieux qui va, et aussi la CNIL, je vais y revenir, mais la CNIL, bon, je vais en parler rapidement, j'ai mon orientation et mon opinion là-dessus de par la pratique. Mais c'est finalement le juge qui va traiter cette notion de données personnelles, traiter de est-ce que le traitement a été effectué correctement et est-ce que le responsable de traitement, et à savoir l'employeur, a correctement répondu aux demandes des salariés. Donc c'est pour ça qu'on va s'attacher aussi aux différentes décisions qui ont été rendues. Et c'est là où c'est très intéressant parce que, et si vous le souhaitez, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à le mettre en conversation, le RGPD, c'est pas un droit français, c'est un droit européen. Et c'est un des rares sujets. Alors, on a eu aussi évidemment le barème Macron, etc., où on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait au niveau européen. Mais le sujet du RGPD, c'est typiquement un sujet où il est hyper intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau européen et pas qu'au niveau français. Parce que de fait, il est censé s'appliquer de la même manière partout. Et le constat qu'on fait, c'est que entre les autorités de contrôle des différents pays, la CNIL en France et les différentes autres autorités au niveau européen, et au niveau des juridictions, que ce soit les juridictions françaises, première instance, appel, Cour de cassation et les autres juridictions européennes, eh bien, on a des lectures et des mises en application qui sont très différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'autorité de contrôle du RGPD, c'est la CNIL. Donc, avant d'avoir des contentieux, tout le monde regardait la position de la CNIL et regardait, elle avait mis à disposition, je pense que vous les avez vus passer, des fiches pratiques à l'attention des salariés, des employeurs, des responsables de traitement pour expliquer un petit peu les bonnes pratiques, ce qu'il fallait faire, etc. Et finalement, on avait une fiche qui datait de 2022, qui avait été mise à jour en janvier 2025 de mémoire. La CNIL, elle avait plutôt une position, je ne vais pas dire restrictive, mais assez équilibrée sur la question du traitement des données personnelles en matière de relations de travail. Elle a mis à disposition des employeurs, et ça, n'hésitez pas à aller les consulter, tout un tas d'outils sur les finalités de traitement, etc. C'est vraiment très intéressant et plutôt bien fait, donc allez le voir. Mais elle donnait aussi des pistes de réflexion assez intéressantes, par exemple sur la question des mails. Sur la question des mails, la CNIL indiquait elle-même que la boîte mail n'était pas en elle-même une donnée personnelle et que c'était plutôt son contenu qui allait contenir des données personnelles et que l'employeur n'avait pas une obligation de communiquer l'ensemble des mails professionnels, mais uniquement les données personnelles. Initialement, la position de la CNIL, c'était ça. Et une fois qu'on avait ça, on disait, bah oui, effectivement, c'est assez cohérent et conforme au RGPD. Le problème, et pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est que vous avez certainement dû le voir passer, et je vous souhaite de l'avoir vu passer, et à défaut, allez le consulter. On a un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation au mois de juin 2025, et plus précisément le 18 juin 2025, où, et c'est important, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui est donc la chambre qui traite des relations de travail, eh bien, a rendu un arrêt où elle est venue indiquer noir sur blanc, je vous le lis, l'extrait d'attendu, que les courriels émis ou reçus, courriels, les mails, hein, donc émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle, sont des données à caractère personnel au sens du RGPD, de sorte que le salarié a droit d'accéder à ces courriels et l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées, donc l'horodatage, les destinataires, etc., que leur contenu, virgule, et la suite est très importante, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui. Alors, petit rappel, les magistrats de la Cour de cassation chambre sociale, avec tout le respect que je leur dois, ne sont pas, tout comme je ne suis pas avocate en protection des données personnelles, ne sont pas des magistrats spécialisés en données personnelles. Et la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation est pour le coup une position appliquée en matière de droit du travail, mais je serais très intéressée, et on va bien guetter ça au cabinet, d'avoir les différentes positions des autres chambres de la Cour de cassation, par exemple la Chambre commerciale. Je ne suis pas certaine que la Chambre commerciale de la Cour de cassation ait une lecture aussi extensive et vienne considérer, par exemple, qu'un partenaire commercial ou un ancien associé, etc., puisse venir réclamer l'ensemble des correspondances mail, Teams, Slack et compagnie, échangées en lien avec le secret des affaires, le secret des correspondances, etc. Donc déjà, il faut garder en tête que cet arrêt, il a quand même été rendu par une chambre qui effectivement est la big boss en matière de droit du travail, dans les relations de travail, et qui va quand même dicter ce qui sera la jurisprudence pour les conseils de prud'homme et les cours d'appel, et encore que je vais y venir, il y a beaucoup de cours d'appel qui sont assez dissidentes sur le sujet, mais encore une fois, on est sur une chambre et sur une formation qui n'est pas le juge du RGPD. Donc c'est un point qui est quand même assez intéressant. Alors ça a ouvert une brèche parce que depuis cette date-là,
Le constat qu'on fait au cabinet, c'est que on a une explosion des précontentieux où, avant la rupture du contrat de travail ou après la rupture du contrat de travail, le salarié et ou son avocat vient adresser un courrier de demande d'accès RGPD en sollicitant l'intégralité des éléments de son dossier du personnel, premier élément, et aussi l'intégralité des échanges, donc généralement la boîte mail, mais aussi, si jamais c'est utilisé en interne, les outils de messagerie professionnels, Teams, Slack, Zoom, etc., pour justement avoir accès à tout ça. Et effectivement, c'est aujourd'hui utilisé pourquoi? Pour se constituer un dossier prud'homal. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cet arrêt de la Cour de cassation, c'est que l'employeur avait partiellement fait droit à la demande du salarié, n'avait pas répondu sur tout, et quand même, pour la petite info, on était sur une sanction de 500 € de dommages et intérêts à l'attention du salarié. Donc pour le coup, le risque là était tout à fait assumé par l'employeur, mais je vais y venir, c'est pas tant 500 € de dommages et intérêts qui pose problème que un risque de condamnation sous astreinte. Je vais y revenir. Donc on a cette position de la Cour de cassation, et suite à ça, ça a été un petit peu complexe parce qu'effectivement, nous on a vu passer une explosion de ces demandes-là, et en fait on a constaté quand même que les employeurs, les directions, les services RH, les services juridiques étaient aujourd'hui encore, presque 10 ans là après la création du RGPD, assez peu outillés et assez peu préparés à répondre à ces demandes-là. Déjà en termes de compréhension de la demande, en termes de délai de traitement, combien de temps on doit mettre pour traiter ça, qu'est-ce qu'on doit communiquer ou pas, comment on gère en pratique avec nos outils internes, etc. Et en fait, il y a eu un afflux comme ça de demandes et finalement, on se rend compte que c'est assez compliqué à traiter en interne parce qu'on n'a pas de process. C'est pour ça que je vais venir après vous expliquer un petit peu les process qui peuvent être mis en place. Donc on a cette position de la Cour de cassation qui clairement vient mettre en difficulté les employeurs et a généré en pratique, ça ne fait pas encore un an, mais a généré une recrudescence des demandes. Attention, c'est la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation aujourd'hui. On a eu au niveau des juges du fond des cours d'appel des positions différentes. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre dans la conversation, je pourrais vous mettre les références. Mais on a eu des cours d'appel, je pense notamment à la Cour d'appel de Paris, qui, et c'est là où ça explique quand même à quel point le sujet n'est pas simple et surtout n'est pas tranché, au sein d'une même chambre de la Cour d'appel de Paris, le pôle 6, chambre 2 pour ne pas la citer, selon le magistrat qui va traiter du dossier, on a des positions diamétralement différentes. Je vais vous donner une illustration pour la Cour d'appel de Paris, parce que c'est la plus grosse cour d'appel et qu'effectivement, c'est celle qui a eu le plus de divergences en interne. On a eu un arrêt qui avait été rendu le 2 octobre 2025, c'est pas vieux, où elle reprend mot pour mot l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation et où elle vient ordonner la communication du contenu intégral des messages Outlook et Teams hors pièce jointe, merci Seigneur, pour la période qui avait été demandée par le salarié. On a ensuite un arrêt du 13 novembre 2025, on est un mois et demi à peine plus tard, même chambre, la Cour d'appel de Paris vient indiquer que les mails professionnels ne sont pas des données à caractère personnel en tant que telles et que seules les adresses mail nom-prénom, en l'occurrence, le sont. Et elle refuse de faire droit à la demande du salarié. Donc là, on voit déjà qu'il y a un débat sur ce qu'est une donnée personnelle. Et là où je rejoins cette dernière décision de la Cour d'appel de Paris, c'est que on a d'un côté toute la jurisprudence sociale qui vient vous dire et vous répéter encore récemment que la messagerie professionnelle du salarié est un outil professionnel de travail, ce qui explique que l'employeur a tout à fait le droit d'y accéder et accéder aux mails professionnels du salarié et de les utiliser, puisque c'est un outil professionnel. Et dans le même temps, on vient vous indiquer que cet outil professionnel constitue aussi en lui-même le document, et pas uniquement le contenu, une donnée à caractère personnel que le salarié peut récupérer. Or, désolé, je l'ai déjà plaidé, je l'ai déjà indiqué, une boîte mail professionnelle, comme son nom l'indique, c'est un document professionnel. Et sinon, à ce compte-là, avec le solde de tout compte, on remet les messageries professionnelles aussi. On en arrive à un cas un petit peu extrême où finalement, il y aurait un droit du salarié à se voir communiquer l'intégralité de ses données. Donc, on a une position beaucoup plus restrictive en novembre 2025 qui est confirmée le 18 décembre 2025, nouvel arrêt de la Cour d'appel de Paris, toujours pôle 6, chambre 2, avec un magistrat encore différent, qui vient indiquer que le RGPD ne constitue pas un canal pour récupérer des échanges déjà connus du salarié et qu'en aucun cas, la messagerie professionnelle ne constitue en elle-même une donnée personnelle. Donc, on se rend compte que le sujet est extrêmement complexe. Vous le verrez, si vous souhaitez, je pourrais vous mettre dans la conversation d'autres décisions. J'ai un arrêt de la Cour d'appel de Papeete, justement, 12 février 2026, très récent, qui vient dire, non, les courriels ne sont pas par eux-mêmes des données personnelles, et c'est que s'ils comportent des éléments d'identification, nom, prénom, numéro de téléphone, etc., que ces données-là doivent être communiquées aux salariés. Donc c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, eh bien, on a des décisions contraires,
de conseil de prud'homme ou de cour d'appel. Donc on a vraiment une jurisprudence qui aujourd'hui commence à être abondante et elle va l'être de plus en plus là, je pense, au sein de l'année 2026 et année 2027 parce que les contentieux émergent et explosent, mais on voit que le sujet est extrêmement complexe. Une fois qu'on a dit ça, on a présenté le contexte, on voit que c'est complexe et que finalement, les juridictions elles-mêmes ne sont pas d'accord entre elles. Comment on traite en amont et finalement en aval le sujet RGPD? Quel est le mode opératoire? Alors, vraiment, la première recommandation que je peux vous donner, ça peut paraître un petit peu simple à dire, c'est de traiter du sujet. C'est-à-dire que je pense que tous ici, on a pendant plusieurs mois, plusieurs années, et je me mets dans ce lot-là, fait l'autruche sur le sujet du RGPD. Même en tant qu'avocat, on s'est saisi du sujet assez tardivement quand même, hein, au niveau de nos ordres professionnels, etc. On voit que c'est un sujet qui est suffisamment complexe pour qu'entre 2016 et aujourd'hui, il a fallu beaucoup de temps pour mettre la machine en route. Donc déjà, mon premier conseil, c'est de ne pas faire l'autruche, et donc d'ores et déjà en interne, anticiper le sujet. Ça implique quoi? Ça implique, je pense, d'associer toutes les personnes clés et ressources sur le sujet. Selon la taille de votre établissement, de votre structure, de votre entreprise, de votre association, vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes interlocuteurs et vous n'avez pas les mêmes outils, c'est tout à fait normal. Ça implique d'associer le service RH, le service juridique, la direction, avec les personnes qui vont déjà être susceptibles de recevoir ces demandes. Donc ça va être le service RH, le DPO ou le directeur, en l'occurrence, qui va recevoir justement ces demandes-là, de sensibiliser l'équipe sur le sujet et surtout d'associer, si vous avez un DSI en interne, le DSI, si vous avez un service informatique, que ce soit internalisé ou en prestataire, d'associer ce service-là sur comment répondre à ces demandes-là et de vous poser les questions, quels sont, un, nos process et deux, quels sont nos outils et qu'est-ce qu'on peut déployer pour répondre à ces demandes-là. C'est très important parce que on se rend compte, nous, au cabinet, qu'en réalité, des process, il n'y en a pas ou peu. Et pourquoi? Parce que le bon vieux document sur ce sujet-là qui existe en général dans les entreprises, pas toujours parce qu'il n'est pas obligatoire, c'est la fameuse charte informatique. La charte informatique, elle n'est pas obligatoire. Beaucoup d'entreprises l'ont déjà mise en place et très souvent, c'est des documents qui sont assez anciens ou alors qui sont assez pauvres et qui viennent juste rappeler un petit peu le cadre. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il est très important de se saisir du sujet et d'utiliser notamment cette charte informatique si elle existe ou en tout cas de mettre en place des process en interne, comment les demandes d'accès sont traitées, etc. Et notamment quel est le délai de traitement, quel est le délai de suppression des données. C'est un point qui est important parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si jamais, je prends le cas le plus concret de la boîte mail professionnelle, si jamais elle n'existe plus, par définition, si le salarié vous en demande communication et qu'elle n'existe plus, à l'impossible, nul n'est tenu. Sauf que on a eu le cas récemment au cabinet où l'employeur n'avait aucun process interne, n'avait pas de charte informatique et finalement, il avait quand même produit une attestation du service informatique précisant que la boîte mail avait été supprimée. Il y avait une demande qui avait été formée devant le bureau de conciliation par le salarié et le conseil de prud'homme, en bureau de conciliation, est venu ordonner, a dit OK, très bien, mais puisque finalement ça a été supprimé assez récemment, manifestement, alors que le contentieux était déjà initié, dans ce contexte-là, merci de bien vouloir communiquer tous les mails à échanger entre telle et telle personne où la personne est citée. Donc finalement, on se rend compte qu'il peut y avoir justement d'autres biais de récupération et c'est pour ça que avant d'avoir des attestations de services informatiques, c'est bien d'avoir un document interne opposable aux salariés qui peut être le règlement intérieur, qui peut être la charte informatique qui va lui être annexée. Et petit rappel, quand vous mettez en place une charte informatique, il est important qu'elle ait fait l'objet des formalités du règlement intérieur, à savoir information consultation du CSE, à savoir formalité de dépôt et de publicité. Donc déjà, premier conseil, ne faites pas l'autruche par rapport à ça, interrogez en interne vos process, qui sont les personnes ressources sur le sujet, comment on gère quand on reçoit ce type de demande, qui est la personne qui reçoit les demandes et quels sont nos outils. Et par outils, là, on est vraiment sur du pratico-pratique. Quels sont vos outils en interne? Et c'est là où votre DSI, votre service informatique, votre prestataire va être en mesure de vous répondre et de vous aider en tant que service RH juridique et en tant que direction. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces demandes lorsqu'elles sont énormes. Je pense notamment aux demandes d'accès aux données contenues dans les outils de messagerie professionnelle et les boîtes mail. Je fais un aparté là-dessus, mais on est au-delà du RGPD, à l'ère de l'IA aujourd'hui. L'IA se déploie au sein des associations, des entreprises, des services juridiques, des cabinets d'avocats, etc. Là encore, il y a plusieurs teams. Certains font l'autruche, certains regardent ce qui se passe et d'autres ont pris les devants. Chacun se positionne comme il le veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire l'autruche et que
il est nécessaire en interne d'encadrer le cas échéant les pratiques de l'IA pour les travailleurs, les usagers, les professionnels, les partenaires, etc. et ne pas faire n'importe quoi et ne pas mettre des données personnelles dans ChatGPT ou dans Claude. C'est très important. Toutes les IA ne se valent pas. Certaines sont respectueuses du RGPD ou pas selon qu'elles s'auto-entraînent en fonction des données que vous leur donnez, etc. Donc ça, renseignez-vous sur le sujet. Ça peut être aussi traité dans le cadre justement des réflexions en interne, de la charte informatique, etc. Et pourquoi je fais un aparté sur l'IA? Je pense très sincèrement que ces outils-là, on a déjà des outils qui existent et que les prestataires informatiques ont pour exporter les boîtes mail, pour analyser les boîtes mail, pour exporter des métadonnées, etc. Je suis assez persuadée que l'IA, certaines et respectueuses du RGPD, pourront aussi demain vous aider dans le traitement de ces demandes. Notamment si, par exemple, vous exportez une boîte mail et que vous avez besoin de scanner cette boîte mail, d'en expurger les métadonnées, d'anonymiser tout ce qui va concerner des tiers, des usagers, des partenaires commerciaux, etc., je suis assez persuadée que ça pourra vous aider. On en est un petit peu aux prémices, mais je pense que c'est un élément de réflexion à avoir et à avoir avec justement vos personnes ressources internes et externes sur le sujet. Donc, pour résumer, en amont, mettez en place des process, discutez-en en interne, n'hésitez pas à associer des personnes ressources sur le sujet. Il faut aujourd'hui se saisir du sujet, tant sur la question du RGPD que de manière générale sur comment on va traiter ces demandes. D'une fois qu'on a ça, c'est très bien, ou on l'a pas, ok, mais dans tous les cas, quand vous avez des demandes d'accès RGPD, vous avez l'obligation d'y répondre en tant que responsable de traitement. L'entreprise, l'association, l'établissement a l'obligation de répondre aux demandes du salarié. Là encore, la politique de l'autruche ne fonctionne pas. Si je peux vous donner un conseil, c'est de toujours répondre. Et ça, de manière générale, quand vous avez une contestation de salarié, c'est valable. Que vous soyez d'accord ou pas, vous répondez. Voilà, on ne laisse jamais un courrier, un mail, lettre morte. La première étape, quand vous avez une demande d'accès RGPD, ça peut paraître bête, mais vérifiez l'expéditeur. Si jamais, alors, la demande, elle peut être faite par courrier recommandé, elle peut être faite par mail, peu importe, il n'y a pas de formalisme, mais très souvent, elle est faite par mail, et si c'est le cas, vérifiez l'expéditeur. Si l'adresse mail, c'est kikou52@hotmail.fr, vous êtes tout à fait légitime et vous devez répondre en indiquant d'ores et déjà bien réceptionné. Néanmoins, cette adresse mail personnelle n'étant pas connue de l'entreprise, je vous remercie de bien vouloir justifier de votre identité. Parce que vous n'avez aucune certitude que Kikou du 52@hotmail.fr ou .com est bien le salarié détenteur de ces données personnelles. J'ai eu le cas, moi, par exemple, où c'était le conjoint de la salariée qui venait réclamer les données personnelles. Ça ne fonctionne pas. Alors, nous sommes en 2026. L'épouse n'a pas besoin de l'autorisation de son mari et le mari n'est pas détenteur des données personnelles de son épouse. Voilà, en 2026. Et donc, effectivement, mon client a très justement répondu, cher monsieur, bien réceptionné, néanmoins, n'étant pas madame un tel, je vous remercie de bien vouloir justifier d'un mandat pour pouvoir me réclamer les données personnelles. C'est valable aussi, s'il y a des confrères parmi vous, valable pour les confrères. Un avocat n'a pas un mandat ad litem qui s'étend sur le sujet du RGPD pour réclamer les données personnelles du salarié. Et donc, attention, si c'est un avocat, il est important qu'il y ait un mandat et vous seriez légitime à demander le mandat. Alors, on peut dire que c'est aussi pour pinailler, pas forcément, ça peut vous permettre aussi de gagner du temps. Le temps, il est précieux. Pourquoi il est précieux? Parce que quand vous avez une demande de droit d'accès RGPD, sachez que vous avez un mois, normalement, pour y répondre à compter du moment où vous la recevez. Donc, plus vous allez gagner du temps sur décliner votre identité, etc., ça ne doit pas être abusif, hein. Si c'est bien la boîte mail personnelle avec laquelle vous échangez avec le salarié, vous pouvez pas. Mais si vous pouvez gagner du temps, c'est déjà un bon point. Sachez que si la demande est complexe, vous avez 2 mois supplémentaires qui sont possibles pour traiter la demande. Ça veut dire 3 mois en tout. Néanmoins, vous devez toujours accuser réception de la demande. Et si jamais vous avez besoin de dépasser le délai d'un mois, il faudra en informer le salarié, lui répondre dans le délai d'un mois en lui indiquant que compte tenu de la complexité de la demande et du délai de traitement, on a besoin de 2 mois supplémentaires. Donc, dans tous les cas, on répond au salarié. Quand vous recevez ce type de demande, il est hyper important que vous ayez des process en interne pour savoir à qui elle est transférée, qui est destinataire de ça. Service juridique, service RH, direction, qui est la personne ressource, DPO si vous en avez un, pour justement que vous évitiez de perdre du temps entre le moment où le mail il est reçu et qu'il est traité en interne. Tout temps perdu va évidemment complexifier la réponse que vous allez apporter. Quand vous recevez le mail, vous devez, ou le courrier de demande d'accès, vous devez aussi qualifier la demande. Qu'est-ce qui est demandé? Est-ce que le salarié demande simplement l'accès à son dossier du personnel? Auquel cas, rien de complexe. Normalement, vous l'avez soit
format matériel, soit numérisé, et dans ce cas-là, il faudra lui accéder. Ça va être, je sais pas, les comptes rendus d'entretien d'évaluation, les bulletins de paie encore en votre possession, les contrats de travail, les avenants, etc., etc. OK. Ça peut être aussi les fichiers de suivi de temps de travail si vous avez un logiciel de suivi de temps de travail, les logs de connexion aussi en réalité qui peuvent être demandés. Bref, vous avez tout ça. Et vous avez aussi la question des mails. Là-dessus, parce que c'est évidemment le nerf de la guerre aujourd'hui, il va y avoir une prise de position à prendre en interne sur ces sujets-là. La réponse que je peux vous donner déjà, c'est qu'un non ferme n'est pas possible. Si vous dites simplement bien réceptionné, c'est mort, sachez que devant un conseil de prud'homme, une cour d'appel ou la cour de cassation, ça ne passe pas, et y compris devant la CNIL. Pourquoi je mets la CNIL de côté? Sachez quand même que la CNIL, c'est censé être l'autorité compétente quand il y a un désaccord sur le traitement du RGPD ou qu'un salarié s'estime lésé. Moi, en pratique, et je suis curieuse d'avoir vos retours d'expérience, très sincèrement, toutes les plaintes CNIL que j'ai vues passer aujourd'hui, et pauvres CNIL et pauvres juristes de la CNIL, parce que je pense qu'ils vont être noyés sous les plaintes depuis l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en réalité, elle accuse réception de la plainte, elle envoie un mail à l'employeur pour l'informer qu'elle a reçu une plainte, mais derrière, il ne se passe rien. En tout cas, voilà, aujourd'hui, sauf à ce que l'État donne des moyens considérables à cette autorité, elle est complètement noyée. Donc, ce n'est pas vraiment la CNIL qui nous fait peur, c'est plutôt le Conseil de prud'homme, et je vais vous en parler juste après. Donc, dans tous les cas, répondez aux demandes. Et sur la question des mails, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qu'on fait en interne. Est-ce que, et ça va dépendre du poste du salarié concerné, on ne va pas traiter de la même manière la demande d'un agent d'accueil avec la demande d'un membre du service RH, de la direction. Beaucoup de demandes émanent de professionnels cadres pour réclamer notamment tout ce qui va être heures supplémentaires, etc., prouver les mails envoyés à telle heure, nan, nan, nan. Ça peut être aussi pour se constituer un dossier prud'homal, par exemple, pour prouver l'absence de faute, l'absence d'insuffisance professionnelle, etc. Il est très important déjà d'identifier le poste concerné, parce que selon la nature de votre activité, la nature de l'établissement, la nature du poste, la réponse ne sera pas la même. J'ai eu le cas, moi, par exemple, d'une directrice d'établissement médico-social qui avait dans sa boîte mail, par définition, des données personnelles sur l'ensemble des salariés de l'établissement, y compris des données de santé, par exemple, les avis du médecin du travail, etc. On avait aussi, par exemple, les données des usagers, parfois des données de santé, des données des familles, etc. Compte tenu de ce poste-là et de l'enjeu, il était évidemment impossible et inenvisageable de lui transmettre sa boîte mail. Et donc, il lui a été répondu, bien réceptionné. Néanmoins, compte tenu de l'activité de l'établissement, compte tenu du nombre de données sensibles, données de santé, données concernant d'autres personnes qui sont traitées par votre boîte mail, on ne peut pas vous la communiquer en l'état. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous invite à faire, c'est demander au salarié, renvoyez-lui la balle, merci de bien vouloir préciser votre demande. Sur quelle période, et ça ne va pas être sur 10 ans, quels sont les destinataires, quels sont les mails que vous souhaitez voir, etc. C'est très important de demander au salarié de préciser sa demande. Je le précise, la demande d'accès, elle porte sur les données personnelles, elle ne porte pas sur la boîte mail elle-même, et on n'a aucune obligation de donner ces accès aux salariés si elle existe encore. Si jamais la boîte mail a été supprimée, eh bien, vous répondez, la messagerie professionnelle a été supprimée, et dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer à la charte informatique, au règlement intérieur de l'entreprise, qui justement va être votre document opposable qui vous permet aussi de répondre à ça. Attention, je peux que recommander de mettre des suppressions de boîte mail à court terme après la rupture du contrat de travail pour justement vous éviter toutes ces galères de RGPD, mais ça implique aussi en interne d'avoir des process et que quand vous notifiez une rupture de contrat de travail, parce que c'est généralement là que vient le contentieux, y compris sur l'exécution, assurez-vous, notamment sur des postes un peu sensibles, notamment sur des postes de cadre, et bien d'avoir l'intégralité des éléments qui vous sont utiles à la préparation de votre dossier prud'homal. Exemple, les extractions Outlook du salarié pour prouver que non, il ne faisait pas 70 heures par semaine. Donc ça, c'est très important, là encore, en interne, d'avoir vos process qui sont bien établis sur ces sujets-là. Donc vous répondez toujours, n'hésitez pas à inviter le salarié à préciser sa demande, à lui renvoyer la balle. Ça ne doit pas être abusif, là encore, hein, il faut évidemment jauger. Je sais que j'ai certains clients qui ont tenté de poncer la boîte mail, de faire une extraction de la boîte mail, d'aller anonymiser, etc. Bon courage. C'est-à-dire que c'est en pratique, faire ça à la mano, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement chronophage. Et là encore, c'est disproportionné au regard des moyens. Et ça peut aussi être indiqué dans le cadre de la réponse. Donc, très important de répondre, de demander de préciser le cas échéant et de mettre en place une politique interne sur comment vous traitez tout ça. Sur le format de réponse, et je terminerai quasiment là-dessus, vous répondez de la même manière que le salarié vous a écrit. Ça peut être par mail, ça peut être par courrier. Une fois qu'on a traité la question du RGPD, sachez que vous ne vous arrêtez pas là et que quelle que soit la réponse que vous allez apporter au salarié, souvent on ne s'arrête pas là. Soit vous lui répondez que vous n'avez rien, et dans ce cas-là, attention, ça peut être aussi l'aveu que vous n'avez rien. Je prends l'exemple du salarié au forfait jour, s'il vous réclame
tous ces comptes rendus d'entretien annuel portant sur le suivi du forfait jour et que vous répondez que vous n'avez rien à communiquer, c'est aussi un aveu derrière en cas de contentieux prud'homal sur le fait qu'il n'y a eu aucun suivi. Donc attention, des fois la demande d'accès, elle peut aussi servir à avoir une réponse écrite de l'employeur qui vient dire désolé, j'ai que dalle. Donc attention à ça. Il faut savoir que la CNIL ne fera rien. Les personnes dont vous devez avoir peur, c'est d'une part le référé en matière prud'homale et le bureau de conciliation. Pourquoi? Parce que le RGPD, finalement, c'est que le premier volet. Le constat qu'on fait au cabinet, c'est qu'on a une explosion et généralement, on arrive à voir la qualité du conseil de l'avocat côté salarié, à la procédure qui est mise en place et à la stratégie qui est mise en place par rapport à ça. Parce que si jamais le salarié n'a pas eu gain de cause auprès de vous pour avoir toutes les données qu'il réclamait, il a d'autres possibilités juridiques. Ce qu'on appelle le référé 145, c'est le référé probatoire, c'est-à-dire qu'il saisit le conseil de prud'homme en référé pour réclamer tout un tas d'éléments de procédure. Attention, là, c'est pas sur le fondement du RGPD. Et si jamais les données dont il réclame la communication sont susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers, ce qui est généralement le cas d'une boîte mail, la Cour de cassation, là, pour le coup, fixe des critères bien précis. Ça doit être indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. Et ça, c'est au salarié de le prouver. Si je prends l'exemple d'un licenciement pour faute grave, on ne peut pas soutenir que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur et en même temps le salarié qui viendrait dire j'ai besoin d'accéder à tout ça pour assurer ma défense. Donc on a ce référé-là. Et on a le bureau de conciliation qui est devenu aujourd'hui l'arme atomique pour justement mettre un coup de pression aux employeurs, où le salarié va venir au stade de l'audience de conciliation faire ce qu'on appelle une demande provisionnelle, où il va réclamer tout un tas de documents. Là encore, c'est pas censé pallier à la carence probatoire du salarié, c'est pas censé inverser la charge de la preuve, c'est pas censé préconstituer un dossier. Et donc là, je ne peux que vous inviter et faites attention en tant qu'employeur, quand vous recevez des convocations aux audiences de conciliation prud'homale, ayez le réflexe systématique, vous avez la convocation, la date, le lieu, vous avez la requête, regardez bien le contenu de la requête et vérifiez bien s'il n'y a pas de demande provisionnelle formulée en DCO. Parce que ça veut dire que l'audience de conciliation, ça va pas être bonjour, on concilie ou pas, on va devoir plaider et débattre de la communication des pièces. Et pour terminer sur cette présentation, je donne une illustration. Au cabinet, on commence à avoir pas mal de dossiers sur ça et selon les conseils de prud'homme, selon les formations, etc., on a gain de cause ou pas. Pour le coup, généralement, les arguments sont entendus, mais faites attention. On a un client, et j'ai évoqué ce cas-là, qui avait supprimé la boîte mail un petit peu en last minute. Eh bien, le conseil de prud'homme en BCO, pour la petite histoire, le président du conseil de la formation en BCO était, alors je ne sais plus si c'était technicien informatique ou DSI, mais autant vous dire que le sujet, il l'a pris au sérieux. Et on s'est pris une ordonnance à communiquer sous astreinte de 50 € par jour l'ensemble des éléments figurant sur les boîtes mail de telle et telle personne. Donc là, autant vous dire que quand on a reçu ça, c'était un petit peu du zèle de la part du conseil de prud'homme, mais c'est possible et c'est vraiment très très peu agréable quand vous recevez ça et que vous n'avez pas les outils et les process en interne. Voilà pour cette présentation assez dense, qui est assez ouverte. J'ai pas regardé s'il y avait des questions du chat, Merci Cécile. si Alors, il n'y tout a le monde pas était beaucoup de révolté ou questions. pas. Il n'y a pas beaucoup de questions. On en a deux dans l'onglet conversation et deux en questions-réponses. Je vais faire un petit Mhm, medley parce que s'il y a aussi des points communs, ça peut être l'occasion de répondre en une seule fois. mhm, Alors, les premières arrivées en conversation, c'est concernant un établissement médico-social, une boîte mail sécurisée est-elle assimilée à une boîte mail professionnelle? mhm. Et qu'en est-il des boîtes mail professionnelles qui sont collectives par service, par éventuellement établissement, dispositif, quand il n'y a pas de messagerie personnelle? Et ensuite, les deux autres questions qui concernait déjà c'est quoi les données personnelles, nom, prénom? Mhm, Est-ce que quand on a une demande, il faut transmettre une liste de noms, d'auteurs de mails, les interlocuteurs, les contenus? mhm. Par ailleurs, question très pratico-pratique, est-ce qu'on peut trouver des exemples de chartes informatiques qui pourraient être déjà bien adaptées au secteur? Ok. Alors, question de forme et de fond, intéressante. Ce qui est très intéressant avec la première question, c'est qu'en fait, il y a le support et il y a la donnée personnelle. Et on se rend compte que la Cour de casse fait un peu une confusion entre l'outil, la boîte mail sécurisée ou pas, la messagerie, etc., et le contenu. Moi, mon propos, et c'est ce qui est aujourd'hui plaidé par de nombreux de mes confrères, c'est que la donnée personnelle, c'est bien le contenu. Donc oui, une boîte mail, même sécurisée dans un établissement médico-social, contient par définition des données personnelles. Donc la messagerie en elle-même n'est pas une donnée personnelle, mais elle en contient nécessairement. Donc par définition, si on applique le RGPD, il peut y avoir une demande d'accès. En revanche, et pour faire le lien avec le reste des demandes, on a
un débat, notamment dans le secteur sanitaire, social, médico-social, pas que, mais en particulier dans notre secteur. Par définition, ces messageries-là contiennent des données qui sont sensibles, parce que indépendamment des échanges entre salariés, on va traiter de données personnelles d'autres personnes, et ces autres personnes, ça va être les usagers. Et c'est ce qui vous permet, et c'est ce qui nous permet, quand on a ce type de demande, de répondre aux salariés. Navré, on ne peut pas donner une réponse favorable à votre demande en l'état, et on va vous inviter à préciser votre demande, parce que compte tenu de notre activité, compte tenu de la nature de vos fonctions, etc., cette messagerie-là contient des données personnelles d'usagers, de familles, d'autres salariés qui, en l'état, porteraient atteinte à leurs droits. Et ce qui est très important, c'est que la CNIL, la CJUE, toutes les autorités viennent quand même indiquer que le RGPD ne doit pas, par lui-même, par son exercice, porter atteinte aux droits des tiers. Donc, dans cette hypothèse-là, bien évidemment, c'est vous une bille que vous avez pour répondre qu'en l'état, vous ne pouvez pas donner une suite favorable à la demande parce que cette messagerie-là contient des données trop sensibles et qu'on ne peut pas la livrer comme ça en l'état aux salariés. Ça, c'est le premier point. Sur la question de Anne Rago concernant les données personnelles, nom, prénom, etc. C'est justement tout le débat sur ce qu'est une donnée personnelle. Moi, je considère qu'une messagerie professionnelle en elle-même n'est pas une donnée personnelle. Le nom de l'adresse mail, oui, mais une donnée personnelle, ça va être le nom, ça va être le prénom, ça va être les éléments qui portent sur la personne. Donc, effectivement, par exemple, un compte-rendu d'entretien d'évaluation, par définition, son contenu va porter sur la personne et va permettre de l'identifier. C'est ça la définition de la donnée personnelle. Donc, c'est là où c'est un petit peu compliqué parce qu'on se rend compte que la Cour de casse a une définition hyper extensive de la donnée personnelle. Moi, mon propos, c'est que les données personnelles, et c'est le sens d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris récent que je vous ai cité, ça va être le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc., etc., etc. Ce qui peut être fait sur la forme, et ça a été accepté par certaines cours d'appel, c'est soit faire un tri dans les mails, soit exporter ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire qu'on va exporter la boîte mail et on va finalement faire un tableau avec, voilà toutes les données, nom du mail, heure, date, objet, voilà ce qui est contenu, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse. Par exemple, je ne sais pas, quand vous échangez avec le salarié sur son embauche ou ce genre de choses, on va indiquer les données personnelles qui sont traitées dans ce mail-là. Et oui, vous pouvez tout à fait répondre sur une demande d'accès RGPD en ayant par exemple un tableau avec la liste des mails et quelles sont les données personnelles qui sont contenues. Le problème, c'est pas tant de faire ça, c'est la capacité à pouvoir le faire. Parce que faire un tableau, ça implique d'exporter les données, de les traiter et de vérifier justement ce qui relève ou non des données personnelles. Et c'est là où je pense que les outils qui peuvent être mis en place au niveau informatique et même l'IA demain pourraient aider à justement exporter ces données et remettre aux salariés un tableau qui contient simplement les métadonnées qui sont traitées à son égard. Donc, c'est quand même un travail considérable de faire ça, d'exporter les données. Et c'est tout le problème, et c'est exactement la réponse qu'on apporte en général, c'est en l'état, nous n'avons pas les moyens humains matériels. On ne va pas embaucher une personne et créer un poste, ouvrir un CDD d'une semaine pour traiter la demande de monsieur Untel qui fait une demande de droit d'accès. Et donc, ça permet aussi, dans le cadre du courrier de réponse ou du mail de réponse qui est fait au salarié, de lui expliquer, et n'hésitez pas à l'inscrire en l'état, qu'en l'état, sa demande est trop générale et trop extensive, n'est pas suffisamment précise, et qu'en l'état des moyens humains et matériels de l'entreprise, de l'association, on est dans l'incapacité de traiter sa demande sans porter atteinte aux droits des tiers, et que c'est pour ça qu'on peut l'inviter à préciser sa demande, à circonscrire sa demande, et d'une fois qu'il l'a circonscrite, eh bien, on va nous-mêmes vérifier qu'il n'y ait pas des données sensibles. C'est là où je pense qu'en termes d'outils, je ne suis pas spécialiste informatique, mais je suis assez persuadée qu'au niveau des DSI, au niveau des outils informatiques qu'on peut avoir et au niveau de l'IA, on pourra demain avoir des outils qui nous permettent justement de répondre à ces demandes, le cas échéant, sous forme de tableau, par exemple. Et le système de tableau avec mail 1, mail 2, mail 3, et à droite, dans la colonne de droite, les données personnelles traitées, prénom, nom, numéro de téléphone, etc., certaines cours d'appel ont considéré que c'était suffisant. Donc, effectivement, ça peut être fait. La question, c'est comment en pratique vous allez le faire. Ce qui veut dire surtout, enfin, j'espère que j'interprète bien une des questions qui est dans la conversation, c'est que dès lors que dans un mail il y a une signature, on aura toujours nom, prénom, qui est une donnée personnelle. Exactement, sauf que la donnée J'espère que j'ai bien traduit la question qui était sur le fait qu'il y a toujours une signature. Donc, c'est tout à fait ça. Et en fait, la donnée personnelle, dans ce cas-là, c'est pas le mail en lui-même, c'est la signature. Et en fait, moi, ok, monsieur Untel veut avoir accès à ses données personnelles, le mail du 11 février 2026 à 14h15, données personnelles contenues, en réalité, c'est la signature, c'est le nom et le prénom. On peut jouer à ça. Le problème, c'est qu'on a certains conseils de prud'homme, on a certaines cours d'appel qui, eux, considèrent que c'est insuffisant. Et c'est là tout le débat qu'on a sur la notion de données personnelles. C'est pour ça que vaut mieux répondre, justement, demander de préciser
Et en gros, ayez en tête que ce qui est très important, si vous avez un contentieux sur ce sujet-là, c'est de démontrer que vous avez fait ce que vous pouviez. C'est-à-dire que vous avez répondu dans les temps, que vous avez été proactif, vous avez demandé au salarié de préciser sa demande, vous lui avez expliqué qu'en l'état, c'était pas possible parce que données sensibles, données d'autres personnes, données personnelles d'autres usagers, etc., et que vous n'aviez pas les moyens humains, matériels de répondre à sa demande dans l'état, etc. Et en fait, plus vous allez affiner en montrant que vous avez fait ce que vous pouviez, moins vous avez de chances de vous faire condamner. Et ça, c'est très important. Et surtout, évidemment, garder une trace de tout ce que vous avez fait, des échanges, etc., que vous avez eu avec la personne pour lui demander de préciser. Si le salarié vous répond non, c'est hors de question, je veux l'intégralité de ma boîte mail, bah déjà, ça va être un document utile en cas de contentieux. On a le temps pour une dernière question. Avez-vous déjà eu des cas de demande de transmission de données relatives à des enquêtes internes? Comment y répondre Oui, sans porter atteinte à la confidentialité et à l'anonymat des témoins? oui, Le tout à tableau. fait. Ouais, question hyper intéressante. Alors là, on pourrait faire un webinaire précisément sur ce sujet-là. On a un arrêt récent du Conseil d'État sur le sujet. C'est assez complexe parce qu'en réalité, quand vous faites une enquête interne, généralement en cas de harcèlement moral ou sexuel, par définition, il y a des données personnelles qui sont traitées sur la personne mise en cause, mais aussi sur les autres personnes. Et effectivement, en application du RGPD, le salarié qui fait l'objet d'une enquête interne est censé avoir un droit d'accès puisqu'il y a des données personnelles à lui qui sont traitées et qui sont traitées, donc utilisées, etc. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est qu'en contentieux, il y a une balance qui est faite entre le droit du salarié à un accès à ces données personnelles versus le droit des autres personnes qui sont entendues dans le cadre de l'enquête, le droit des potentielles victimes. Et donc, il y a une balance qui est faite. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que les décisions sont encore pas encore bien fixées sur ce sujet-là. Mais sur le sujet précis de l'enquête interne, dans la mesure où il faut quand même qu'il y ait une protection des droits des victimes, que si jamais on sait qu'il suffit de faire une demande d'accès RGPD pour que tous les témoignages soient livrés en peinture, demain on n'a plus personne qui témoigne en cas d'enquête et en réalité ça risque de brider la parole, etc. Là encore, la demande elle doit être proportionnée. Vous pouvez être légitime à répondre que non, il ne peut être répondu à sa demande dans l'état. Alors après, on peut faire aussi un peu l'autruche en disant oui, il y a votre nom, prénom, etc. Mais effectivement, c'est aussi un outil qui est utilisé aujourd'hui pour avoir accès au compte rendu. Sur ce point-là, ça fait sens aussi avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est important d'avoir des process sur comment vous menez vos enquêtes, les témoignages anonymes ou pas, le compte-rendu de l'enquête, comment il est formalisé, est-ce qu'il est communiqué à toutes les parties prenantes et notamment sur la personne qui est mise en cause. Et évidemment, plus vous serez objectif et plus votre procédure elle sera objective et objectivable, et moins vous aurez de chance, enfin de risque en tout cas, de vous voir condamné à adresser aux salariés l'ensemble des éléments d'une enquête interne. Mais je vous confirme que oui, le RGPD permet aussi aujourd'hui, et en tout cas est utilisé par un salarié mis en cause pour réclamer, oui, le compte-rendu de l'enquête, mais aussi tous les témoignages. Et évidemment qu'au titre du RGPD, vous n'allez pas livrer en peinture l'ensemble des témoignages parce qu'il faut aussi protéger les potentielles victimes et il faut aussi protéger la parole des salariés, la parole des usagers, etc. Donc en fait, c'est une fois en contentieux, c'est une balance des droits qui va se faire et là, pour le coup, on va protéger les potentielles victimes, les personnes qui témoignent, etc. Et puis, c'est une question de responsabilité de l'employeur qui ne peut pas Bien donner sûr, les données personnelles d'autres personnes. exactement. C'est Une aussi obligation de un risque sécurité. juridique. Oui. Il y a les données personnelles des autres personnes, mais il y a aussi l'obligation de sécurité de l'employeur, l'obligation de prévention des risques aussi. On peut pas, on a une obligation de sécurité, c'est pour ça qu'on mène les enquêtes. On ne peut pas, dans le cadre de cette obligation de sécurité, dire, OK, tous les témoignages, tous les recueils de paroles, etc., qui auront lieu seront livrés comme ça. Après, on peut aussi anonymiser, c'est-à-dire que dans le cadre d'une communication RGPD, et ça c'est une balance à faire en interne, on peut très bien anonymiser le nom des personnes, on peut anonymiser tout un tas de choses. C'est en fonction aussi de la situation, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de, de directive générale sur ces sujets-là. C'est suffisamment sensible et complexe pour que pour chaque situation, on doit évidemment adapter. Parce que si Mhm. c'est pas sur le fondement du RGPD, ça sera en cas de contentieux prud'homal, le salarié qui va vous dire vous m'avez licencié pour faute grave pour avoir harcelé sexuellement des personnes, mais en l'état, qu'est-ce que vous apportez au débat? Et si vous anonymisez tout, comment moi je suis en mesure de savoir si c'est vrai, etc. Alors, on fera peut-être, vu la dernière question, mais qui n'est plus vraiment RGPD, peut-être qu'on pourra se prévoir un webinaire enquête interne, parce que j'ai l'impression que ça va susciter d'autres questions. Oui, tout à Euh, fait possible. Parce qu'on a une question sur l'inspection du travail qui demande l'accès au compte rendu, mais là, on sort un peu de la demande du salarié d'accès à ces données. Ouais, là c'est plus pareil. L'inspecteur du travail, c'est pas parce que c'est une autorité publique qu'il a accès aux données personnelles des autres. Donc c'est pas un sujet RGPD. Un inspecteur du travail n'a pas le droit de faire une demande d'accès RGPD au titre d'une autre personne. Là, on est vraiment sur le sujet de Ouais. l'enquête interne, Mais on pourra en faire sachant que un sujet à ce on pourra en moment-là faire à un part. sujet.
Tout à fait. Sachant que Enfin, n'oubliez pas que l'inspecteur du travail, il est membre, enfin, il assiste aux réunions du CSE sur la santé et la sécurité, et qu'a priori, si vous faites une enquête, vous associez le CSE, il va y avoir quand même une restitution au CSE, et il a quand même accès, comme les membres du CSE, à ces données-là. Mais en tout cas, oui, très bonne idée de webinaire et très bonne idée de sujet, la question des enquêtes internes pour de un harcèlement prochain. moral sexuel. Tout à fait. J'ai pas répondu à la C'est question de bon. la trame de charte informatique. Non, il n'y en a pas. Sachez que la CNIL, c'est le CNIL qui pourrait faire ça. La CNIL n'a pas mis à disposition de charte, de modèle de charte qui serait conforme RGPD et qui permettrait de traiter tout ça comme on pourrait avoir des modèles d'avis d'inaptitude sur Légifrance, etc. On n'en a pas. Donc là, on peut que vous inviter à voir en interne, à associer votre service RH, service juridique, votre conseil si vous en avez un, pour justement faire quelque chose qui, je le répète, les trames, c'est top et on s'en sert tous et c'est génial. Mhm. Mais une trame, ça doit être adapté à vos pratiques internes parce que si en pratique elle est inexploitable, ça peut plus vous mettre en difficulté qu'autre chose. Donc attention avec les trames, faites quelque chose qui est adapté à votre pratique. Partez de votre pratique et à partir de votre pratique, rédigez votre trame. À noter que la CNIL, justement, vient de diffuser un nouveau référentiel pour bien identifier les données personnelles, hein. Donc, Ouais, dans le tout à côté boîte fait. à outils qui peut vous aider dans ces pratiques. Bon, ben, Mm. on arrive au terme de du temps imparti pour ce nouveau webinaire. Je ne vois pas d'autres questions sur le sujet, donc c'est que tout a été clair et précis. On espère que ce webinaire a répondu à vos problématiques. Pour aller plus loin, vous trouverez l'article rédigé par Cécile Noël dans le numéro d'avril de Direction sur ce sujet-là avec les conseils, les recommandations, les points de vigilance, pardon. C'est la fin. Un grand merci Cécile Noël pour ce tour d'horizon et ces conseils avisés. Merci pour son soutien au chat qui est resté très très sage à côté et derrière. Je pense que vous l'avez tous remarqué. J'espère qu'il vous a pas déconcentré. Donc merci à tous de nous avoir suivis. En attendant le prochain Social Club, vous pouvez retrouver toutes les actualités, notamment droit du travail dans le secteur, dans notre newsletter et chaque mois dans le magazine. Et puis on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain Social Club. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous, bon appétit surtout et à très bientôt. Ah, caresse au chat, merci beaucoup.